Il est 23 heures. Vous venez de voir l'alerte d'urgence sur votre téléphone. Pas une alerte météo. Autre chose. Le genre qui vous serre la poitrine avant même la fin de la première phrase. Vous regardez votre cuisine. Une demi-boîte de pâtes. Quelques conserves. Les restes de mardi dernier. Votre famille vous regarde. En moins de 2 heures, les rayons seront vides. Ce n'est pas une supposition, c'est ce que confirment toutes les urgences civiles documentées depuis 30 ans. Entre là où vous êtes et là où vous devez être, il y a 3 étapes. 3. Et la première n'est pas celle que vous imaginez. Il y a aussi un objet. Exactement celui que votre gouvernement garde discrètement en stock ce soir dans des bunkers fédéraux. Et je le garde pour la fin. Ça coûte moins cher qu'un sandwich. Restez avec moi. Dès qu'un conflit touche les infrastructures, la première chose qui lâche, ce n'est pas l'approvisionnement alimentaire. C'est cette idée-là qui tue. La première chose qui lâche, c'est l'eau. Les réseaux d'eau municipaux, canalisations, pompes et usines de traitement qui amènent l'eau potable jusqu'à votre robinet, fonctionnent entièrement à l'électricité. Pas de courant, pas de pression, pas d'eau. Dans la plupart des villes et banlieues, si le réseau tombe, votre robinet se tarit en 24 à 48 heures. Ce chiffre vient directement du manuel de terrain de l'armée FM 305.70, la doctrine centrale de survie de l'armée américaine qui place la sécurité de l'eau au-dessus de tout dans n'importe quelle urgence. La nourriture peut attendre, pas l'eau. Imaginez la scène avant de balayer ça d'un revers de main. Il est 7 heures au matin du 2e jour. Vous ouvrez le robinet de la cuisine. Un mince filet coule, puis presque rien, puis plus rien. Vous essayez la salle de bain. Même résultat. Vous avez 3 personnes chez vous et seulement ce que vous avez déjà mis en récipient. Le corps humain commence à se dégrader. D'abord les reins, puis les fonctions cognitives, en 24 heures sans apport en eau. Pas 72. 24. Voilà le délai avec lequel vous jouez. Voici quoi faire dans les 10 premières minutes après l'alerte. Remplissez toutes les baignoires, toutes les casseroles, tous les récipients avec couvercle. Si vous avez un waterbob, une grande poche en plastique renforcé, de la taille d'une bâche de baignoire qui contient jusqu'à 100 gallons et se ferme hermétiquement, mettez-le dans la baignoire et remplissez-le avant que la pression ne chute complètement. Un waterbob coûte moins qu'un menu de fast-food. Un seul donne à une personne environ 50 jours d'eau potable, sur la base du minimum recommandé par la FEMA de 2 litres par jour. Le site ReadyPoint.gov de la FEMA cite explicitement cette catégorie de produits comme solution approuvée de stockage d'eau d'urgence. Le ballon de votre chauffe-eau contient entre 40 et 80 gallons d'eau que vous possédez déjà. La plupart des gens passent devant tous les jours sans y penser. La vanne de vidange en bas, elle ressemble à un raccord de tuyau d'arrosage, vous donne accès à tout le contenu. En urgence, ce réservoir est une réserve d'eau cachée de la taille d'un petit tonneau, utilisable sans filtration parce qu'elle a déjà été traitée. Mais stocker de l'eau ne règle qu'une partie du problème. Le plus gros, c'est ce qui arrive quand cette réserve s'épuise et qu'il faut trouver une autre source. L'eau stagnante, flaques, ruisseaux, rivières, paraît propre et ne l'est pas. Elle transporte bactéries, virus et parasites invisibles à l'œil nu. Boire une eau non traitée en pleine crise ne fait pas que risquer de vous rendre malade. Ça accélère la déshydratation à cause de la maladie provoquée. À court terme, avant la fin de vos réserves, c'est pire que ne rien boire. Les pastilles de purification, précisément les pastilles de dichloroisocyanurate de sodium, un composé chimique qui tue bactéries et virus au contact comme l'eau de Javel, désinfecte un plan de travail, coûtent moins d'$1 l'unité et ne pèsent presque rien. Une pastille traite 1 litre d'eau en 30 minutes. L'Organisation mondiale de la santé classe ce composé exact dans sa liste des médicaments essentiels pour les réponses d'urgence. Une boîte de 50 pastilles coûte le prix d'un café. Cette boîte traite 50 litres d'eau, quelle que soit la source, ruisseau, piscine, récupérateur d'eau de pluie. Le manuel de terrain de l'armée FM 305.70 fixe 1 litre par personne, et par jour comme seuil minimal de survie, et 2 litres en cas d'effort physique ou de chaleur. 50 pastilles gardent une personne hydratée pendant 50 jours au strict minimum. Pour une famille de 4, ça fait 12 jours. Achetez-en plus d'une boîte, ça ne pèse rien, ça ne prend pas de place. Et il n'existe aucun scénario de guerre où vous regretterez d'en avoir trop. Voilà ce que font la plupart des gens après avoir pensé à l'eau. Dans leur tête, c'est réglé, et ils passent au point suivant. C'est exactement là qu'ils se mettent en danger. Parce que sécuriser l'eau ne dit rien de ce qui se passe quand, au 2e jour, votre corps commence à décider l'estomac vide. Et c'est là que les décisions coûtent le plus. Au bout de 36 heures sans repas, la faim ne ressemble plus à la faim, elle ressemble à de l'angoisse. Vos mains tremblent un peu. Votre pensée ralentit, juste assez pour que vous le sentiez.
Le terme médical, c'est l'hypoglycémie, un taux de sucre trop bas. Mais en clair, c'est plus simple. Quand votre cerveau manque de glucose, le carburant que votre corps tire des aliments pour alimenter chaque pensée et chaque décision, votre jugement se dégrade avant même que vous compreniez ce qui se passe. Vous commencez à faire des choix que vous ne feriez pas le ventre plein. Des choix sur le moment de bouger, l'endroit où aller et les personnes à qui faire confiance. C'est là que la plupart des plans d'urgence s'effondrent. Pas parce que les gens n'avaient plus à manger, parce qu'ils ont commencé par les mauvais aliments. Voilà ce dont presque personne ne parle en préparation d'urgence. En crise, votre corps n'a pas besoin d'un repas équilibré. Il n'a pas besoin de variété, ni de légumes, ni d'une répartition des protéines sur 3 groupes d'aliments. Il lui faut une seule chose, de la densité calorique, autrement dit, le plus d'énergie possible dans le volume de nourriture le plus petit, le plus léger et le plus simple à stocker. C'est exactement le principe de toutes les rations de terrain militaires jamais conçues. La scène en miniature, on est au 2e jour. Les magasins sont vides, vous bougez, vous gérez le stress et vous brûlez des calories à un rythme que votre vie normale n'a jamais exigé. Vous attrapez ce qui ressemble à de la vraie nourriture. Le pain, les biscuits secs, les chips. Vous mangez ce qui paraît être une bonne quantité et, en réalité calorique, vous avalez presque rien d'utile à la survie. Le pain et les biscuits secs, c'est surtout de l'air et de l'eau. Ça cale pendant 90 minutes, puis ça ne laisse rien à votre corps. À la fin de la journée, vous avez mangé presque tout ce qu'il restait et vous êtes à sec. Les recommandations nutritionnelles d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé fixent le minimum de survie à 2100 calories par adulte et par jour. En dessous, votre corps commence à puiser dans le muscle pour produire de l'énergie. Un processus appelé catabolisme, ce qui veut simplement dire que votre corps se digère de l'intérieur faute de carburant. Ce processus démarre dans les 24 à 48 heures après être passé sous ce seuil. Chez les enfants, le seuil absolu est plus bas, mais la dégradation va plus vite. Les aliments qui vous gardent vraiment opérationnels sont ceux que personne ne prend en premier. Le riz blanc apporte 365 calories pour 100 grammes secs et se conserve 30 ans s'il est scellé dans un seau avec un absorbeur d'oxygène. Un petit sachet qui retire l'oxygène du contenant pour éviter l'altération, sur le même principe que la mise sous vide. Le blé rouge d'hiver dur se garde indéfiniment dans des conditions similaires. Les flocons d'avoine apportent 389 calories pour 100 grammes. Le beurre de cacahuète en fournit 588 pour 100 grammes, ne demande aucune cuisson, et son pot tient dans une poche de veste. Un pot standard de beurre de cacahuète coûte moins qu'un menu de fast-food et contient à peu près une journée entière de calories de survie pour un adulte. Les consignes alimentaires d'urgence de la FEMA recommandent un stock minimum de 72 heures, basé sur des produits non périssables et très caloriques. Mais ces consignes ont été pensées pour une coupure de courant de 3 jours. Le programme SER, Survival, Évasion, Resistance and Escape, le protocole d'entraînement de l'armée américaine pour le personnel opérant en territoire hostile sans soutien, part d'une hypothèse plus dure. Vous pouvez ne rien avoir pendant longtemps, et vous devez savoir tenir quand même. La doctrine CRE sur le rationnement dit ceci: si vous avez de la nourriture, mangez-en de petites quantités régulières, à intervalles fixes, plutôt que 2 vrais repas par jour. Votre corps stabilise mieux la glycémie avec de petits apports constants. Vous réfléchissez plus clairement, vous prenez de meilleures décisions, vous restez plus calme. Ce n'est pas intuitif quand on a faim. Chaque instinct vous pousse à tout manger. Mais tout manger le premier jour, c'est n'avoir plus rien le jour où vos décisions commencent vraiment à coûter. Un réchaud de camping au butane, un petit brûleur portable qui fonctionne avec des cartouches de gaz sous pression, de la taille d'une grande canette, coûte environ 15 $. Une cartouche brûle pendant à peu près 2 heures de cuisson continue. C'est assez pour cuire du riz, de l'avoine ou n'importe quelle céréale sèche de votre stock pour une famille de 4 personnes. 3 cartouches, c'est une semaine de repas chauds. Les 3 coûtent moins qu'une pizza livrée. Si vous ne deviez avoir que l'essentiel dans votre kit d'urgence, il vous faut du riz blanc, du beurre de cacahuète, des flocons d'avoine, des pastilles de purification d'eau et un réchaud au butane. C'est la base calorique d'une vraie réserve d'urgence. Tout le reste, c'est du confort. Regardez ce qu'il y a sur cette liste jusque-là. Rien de tactique. Rien avec un logo ni un ambassadeur de marque. Rien qui attirera l'œil sur une photo d'équipement. Ce n'est pas un hasard. L'industrie survivaliste ne peut pas facturer 150 $ pour du riz blanc, alors elle fait comme si ce n'était pas intéressant. Ceux qui survivent aux urgences longues ne sont pas ceux qui ont les kits les plus chers. Ce sont ceux qui avaient compris ce dont leur corps avait vraiment besoin avant que le moment arrive. Je ne vous ai toujours pas parlé de l'élément en question. Encore un indice. C'est quelque chose qu'on prend, pas quelque chose qu'on transporte. Ça ne pèse presque rien. L'État l'a distribué à certains foyers selon leur zone géographique. Pas selon les revenus,
pas selon le statut, pas selon qui l'a demandé. Et la plupart de ceux qui y ont déjà accès ne se sont jamais demandé pourquoi. Voilà ce que l'industrie de la survie ne mettra jamais dans un poste sponsorisé. Dans une urgence civile, la condition la plus dangereuse n'est pas la faim, ce n'est pas la déshydratation, c'est l'isolement. Ne pas savoir ce qui se passe, ne pas pouvoir joindre les gens qui comptent pour vous, ne pas recevoir les consignes quand les secours les diffusent. C'est l'isolement qui transforme une crise gérable en catastrophe. Microscène, il est 6 heures du matin au 2e jour, votre téléphone est à 9%, les antennes relais du secteur saturent, les appels n'aboutissent pas, les SMS sont 2 heures de retard, Internet coupe par intermittence depuis minuit. Vous ne savez pas si l'ordre d'évacuation inclut votre rue, vous ne savez pas si l'école de votre enfant est devenue un refuge ou un point de rassemblement, vous ne savez pas où est parti votre voisin âgé, ni s'il a réussi à sortir. Impossible de répondre à quoi que ce soit depuis la fenêtre, et toutes les décisions que vous prenez dans l'heure qui vient reposent sur des infos incomplètes, alors que, dans ce genre de situation, ce sont justement elles qui risquent le plus de vous tuer. C'est comme ça que des familles se retrouvent séparées dans toutes les grandes urgences civiles. Pas à cause de scènes spectaculaires, à cause d'un téléphone mort, d'un plan absent et de l'idée que le réseau marchera toujours. Le plan de communication familiale de ReadyPoint.gov, du département de la sécurité intérieure, un ensemble de règles fixées d'avance sur le lieu de rendez-vous, la première personne à appeler et ce qu'il faut faire si vous ne parvenez pas à vous joindre, désigne cette faille comme l'élément le plus négligé de la préparation civile. Pas le matériel, pas la nourriture, le plan. Ce plan demande 3 choses, et aucune ne coûte quoi que ce soit. D'abord, un point de rendez-vous fixe, accessible à pied depuis chez vous, que chaque membre du foyer peut rejoindre sans téléphone. Pas « on se retrouve à la maison ». Si le problème c'est la maison, il faut un repli. L'adresse d'un voisin, une école, une église, une caserne de pompiers à 3 rues. Choisissez un lieu maintenant, notez-le sur papier, et assurez-vous que tout le monde le sache par cœur sans regarder d'écran. Ensuite, un contact relais hors de votre région. En cas d'urgence régionale, les réseaux mobiles locaux saturent. Trop d'appels qui essaient de passer en même temps sur trop peu d'antennes, comme une autoroute à 10 voies, qui se réduit à une seule. Les appels longue distance passent souvent par d'autres infrastructures et aboutissent quand les appels locaux échouent. Il vous faut une personne hors de votre zone géographique, qui s'attend à être appelée par chaque membre de la famille et transmet les messages entre eux. Ce relais unique, un point de contact hors de la zone sinistrée, est l'architecture de communication qui a permis à des familles de rester liées pendant Katrina, Sandy et toutes les grandes urgences nationales où les réseaux locaux ont lâché. Enfin, une radio d'urgence à pile ou à manivelle capable de recevoir les bulletins de la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agence fédérale chargée des alertes d'urgence civile indépendantes d'Internet et du réseau mobile. La FEMA la classe comme outil de communication d'urgence de niveau 1, donc dans la catégorie la plus prioritaire. Une radio NOAA à manivelle coûte moins cher qu'une grande pizza. Elle vous dira où aller, quoi ne pas consommer, quelles routes sont ouvertes et à quel moment circuler sans danger. Le tout sans courant, sans réseau et sans batterie chargée. Vos grands-parents gardaient une radio à pile sans voir ça comme du matériel de survie. Il y a eu une génération qui comprenait d'instinct qu'en temps de crise, la première ressource à disparaître, c'était l'information. On a remplacé ce réflexe par les smartphones et l'idée que le réseau serait toujours là. Résultat, la plupart des gens n'ont aucun plan pour le matin où ce ne sera plus le cas. Et dans un scénario de conflit moderne, c'est encore plus crucial que dans n'importe quelle catastrophe naturelle. Les consignes de défense civile du département de la Défense, mises à jour en 2022, identifient la rupture des communications comme l'impact initial le plus probable sur les populations civiles dans un conflit contre un adversaire technologiquement comparable. Pas la destruction des infrastructures, pas la rupture de l'approvisionnement alimentaire. La rupture des communications. Le réseau électrique peut tomber, Internet peut se taire, et les réseaux mobiles devenir inutilisables avant même le moindre dégât physique visible. Une famille avec un point de rendez-vous écrit, un relais hors région et une radio NOAA à manivelle ne jouent pas du tout dans la même catégorie qu'une famille qui fixe un téléphone noir. La plupart des gens ne mettront jamais ce plan en place, pas parce qu'il est compliqué, parce qu'il faut agir avant que ça semble nécessaire. Ceux qui survivent aux longues urgences civiles ne sont pas les plus chanceux de la zone touchée. Ce sont ceux qui avaient déjà un plan pendant que tout le monde cherchait encore un chargeur en espérant que les antennes repartent. Ce plan, vous êtes en train de le construire maintenant. Chaque élément de cette liste menait vers le dernier. Vous ne le saviez juste pas encore. Voilà tout ce que vous savez déjà à son sujet. C'est quelque chose que vous faites entrer dans votre corps, pas quelque chose que vous accrochez à un sac. Ça ne pèse presque rien.
L'État l'a distribué à certains foyers civils uniquement en fonction de la géographie, simplement selon l'endroit où ils se trouvent sur la carte. La plupart de ceux qui y ont déjà accès n'ont jamais ouvert l'emballage ni demandé pourquoi on le leur avait donné. Et ça protège quelque chose dans votre corps qu'aucune réserve d'eau, de nourriture ou aucun plan de communication ne peut protéger. Un dernier indice avant de le révéler, c'est l'élément qui donne de l'importance à tout le reste de cette liste. Parce que sans lui, dans l'urgence précise dont parle cette vidéo, survivre aux 72 premières heures n'est que le début du problème. Vous êtes à une phrase de savoir exactement ce que c'est. Il est 2 heures du matin. Votre radio d'urgence a capté les mots « incident nucléaire ». Peu importe qu'il s'agisse d'une panne de centrale, le même type d'événement que Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011, ou de pire. Ce qui compte, c'est que de l'iode radioactif se déplace maintenant dans l'air vers des zones habitées. L'iode radioactif est une particule invisible libérée lors d'explosions nucléaires comme de fusion de réacteurs, qui se dépose dans l'air, l'eau et les réserves alimentaires. Votre corps n'a aucun moyen de le distinguer de l'iode stable et sans danger que votre thyroïde absorbe d'ordinaire. Votre thyroïde, la petite glande en forme de papillon à la base du cou qui régule le métabolisme, l'immunité et l'équilibre hormonal, absorbera l'iode radioactif aussi facilement que le bon. Et une fois fixé à son tissu, il commence à endommager les cellules de l'intérieur. Ces dégâts peuvent mener à un cancer de la thyroïde. Le processus démarre en quelques heures après l'exposition. Vous ne sentez rien. Il existe un seul moyen de le bloquer complètement, un seul comprimé. L'iodure de potassium, vendu en comprimé de Ki, une forme d'iode stable et non radioactive, sature la thyroïde en iode sain avant l'arrivée de l'iode radioactif. Imaginez votre thyroïde comme un parking avec un nombre fixe de places. Si toutes les places sont déjà prises par de l'iode sain, l'iode radioactif n'a nulle part où se fixer. Il traverse l'organisme et ressort sans s'accrocher à aucun tissu. Une seule dose assure une protection totale pendant 24 heures. La Commission américaine de réglementation nucléaire, l'agence fédérale qui supervise chaque site nucléaire commercial aux États-Unis, impose légalement aux États de distribuer à l'avance des comprimés de Ki à tous les foyers situés dans un rayon de 10 miles autour d'une centrale. Le stock fédéral, géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux, contient des dizaines de millions de doses, prépositionnées pour être déployées rapidement lors de toute urgence radiologique, partout dans le pays. Ce n'est pas un plan de secours, c'est une réserve active, entretenue, financée chaque année parce que ce scénario est jugé crédible. La Food and Drug Administration a approuvé l'iodure de potassium en 2001 comme agent de blocage thyroïdien. Autrement dit, il protège la thyroïde, spécifiquement et uniquement elle, contre l'iode radioactif, pour l'usage civil en urgence. Les consignes de dosage de la FDA sont précises. Un comprimé de 130 mg pour un adulte, pris au plus près du moment d'exposition, offre 24 heures de protection complète. Une boîte de 14 comprimés, 2 semaines de protection, coûte entre 5 et 12 $ dans la plupart des pharmacies sous les marques ThyroShield ou Iosat, ou en générique équivalent. C'est moins cher qu'un sandwich. Les Centers for Disease Control et l'Organisation mondiale de la santé classent tous deux l'iodure de potassium parmi les interventions uniques les plus efficaces à la disposition des civils en cas d'urgence radiologique. Plus efficace, dans le cas précis de l'iode radioactif en suspension dans l'air, que n'importe quelle durée de confinement seul, n'importe quel système de filtration de l'eau ou n'importe quel stock alimentaire. Le programme CERF fournit du Ki aux militaires qui opèrent dans des environnements à haut risque. Les recommandations de préparation nucléaire de la FEMA, mises à jour après la catastrophe de Fukushima en 2011, conseillent à tout civil vivant, dans un rayon de 50 miles d'une centrale, de garder des comprimés de Ki dans son kit d'urgence standard. Les États-Unis exploitent 93 réacteurs nucléaires commerciaux dans 28 États. Si vous vivez dans les États-Unis continentaux, il y a de fortes chances que vous soyez en ce moment à moins de 50 miles de l'un d'eux. Ce n'est pas un produit poussé par l'industrie de la survie. Il n'y a aucune marge sur un article à 10 $ qui se conserve des années. Il n'arrive pas dans un emballage Tactec. Il n'a pas de sponsor YouTube. Mais c'est l'article que l'État fédéral stocke à grande échelle, distribue sans liste d'attente et conserve en réserve nationale depuis des décennies, parce que se tromper sur le fait d'en avoir besoin ne coûte pas juste un désagrément. Ça coûte tout. De l'eau mise à l'abri avant que les robinets se taisent, des calories choisies pour leur densité, riz blanc, beurre de cacahuète, flocons d'avoine, rationnés en petite quantité pour garder l'esprit net quand il le faut. Un plan de communication qui tient quand tout le reste tombe. Un point de rendez-vous accessible à pied pour votre famille, un contact relais hors de l'État, une radio NOAA à manivelle, et un comprimé, celui que votre gouvernement distribue discrètement à certains codes postaux depuis 30 ans, qui bloque la seule menace qu'aucune réserve de nourriture, d'eau ou de radio ne peut arrêter. Voilà le protocole. Le dernier élément,
celui qui coûte moins qu'un sandwich et tient dans la plus petite poche que vous avez, et celui qui referme tout ce que cette vidéo a ouvert. Vous n'avez pas à attendre de savoir si vous vivez dans le bon code postal, vous pouvez l'avoir dès demain. Si ça a changé votre façon de voir la première heure, partagez-le avec une personne qui n'a encore jamais pensé à tout ça. L'algorithme le met devant ceux qui en ont besoin quand vous l'aidez à circuler. Si vous voulez la checklist complète des 72 premières heures, tout dans l'ordre, avec les sources, prêt à mettre en place avant ce soir, cette vidéo est déjà sur la chaîne. Restez prêts.